Mes parents ont témoigné contre moi sous serment. Ils ont dit que j'avais tout falsifié. Le jury m'a dévisagée comme si j'étais une sorte de criminelle. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas dit un seul mot parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Leur avocat s'est figé quand le juge s'est penché en avant et a dit calmement : « Faites entrer le témoin. » Pendant un instant, la salle d'audience entière est devenue silencieuse. On pouvait entendre le faible bourdonnement des vieux néons au-dessus de nous, le genre qui semblait toujours bourdonner plus fort quand les gens arrêtèrent de respirer. Ma mère a baissé les yeux. Mon père a resserré son emprise sur la rampe en bois devant lui. Et je suis restée là, parfaitement immobile. Après 20 ans de service dans la marine, apprendre à rester calme sous la pression était devenu une seconde nature pour moi. Mais rien dans ma vie ne m'avait jamais préparée à ce moment. Parce que les gens assis de l'autre côté de cette salle d'audience n'étaient pas des étrangers. C'étaient mes parents. Le palais de justice du comté de Fairfax n'avait rien d'extraordinaire. Briques rouges à l'extérieur, murs beiges à l'intérieur, vieux bancs polis par des décennies de mains inquiètes. J'avais déjà franchi ces portes, mais jamais comme ça. Jamais en tant qu'accusé. L'air du matin était frais quand je suis sortie de ma voiture. Un début d'automne en Virginie, le genre de matin vif où les arbres commencent tout juste à devenir orange. Pour la plupart des gens, ce n'était qu'un mardi ordinaire. Pour moi, c'était le jour où ma vie risquait de s'effondrer. Quand je suis entrée dans la salle d'audience, la première chose que j'ai vue a été ma mère. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. L'âge avait courbé ses épaules. Ses cheveux autrefois bruns étaient devenus argentés. Elle était assise à côté de mon père, serrant son sac à main des deux mains. Aucun d'eux ne m'a regardé. Cela m'a fait plus de mal que tout ce que le procureur allait dire plus tard. Je m'appelle Emily Carter. J'ai 62 ans et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais que mes parents me faisaient confiance. Le juge est entré dans la pièce et tout le monde s'est levé. Le bruit des chaises raclant le sol a résonné dans la salle d'audience. Je me tenais debout, les deux mains croisées devant moi, de la même manière que je l'avais fait lors d'innombrables briefings militaires au fil des ans. J'ai servi 21 ans dans la marine des États-Unis. La majeure partie de ce temps, j'ai travaillé dans le renseignement, soutenant les opérations des SEAL à l'étranger. L'Afghanistan, l'Irak, des endroits où les décisions avaient des conséquences mesurées en secondes et en vies. On apprend la discipline dans l'armée. On apprend la patience et on apprend à attendre. Cette dernière leçon était celle qui me portait à travers ce procès. Parce qu'alors que tous les autres dans cette pièce croyaient une histoire à mon sujet, je connaissais la vérité. Le procureur a commencé à exposer l'affaire. Selon les documents présentés, j'avais falsifié des dossiers d'entreprise afin de transférer illégalement des parts de propriété de l'entreprise de ma famille. L'entreprise s'appelait Carter Defense Systems. Mon grand-père l'avait créée en 1968, fabriquant des équipements radio pour les navires de la marine. Au fil des décennies, elle s'était développée pour devenir un entrepreneur de la défense majeure. Communication par satellite, réseau militaire sécurisé, contrats gouvernementaux valant des milliards. Sur le papier, mes parents contrôlaient toujours la majorité de l'entreprise. Mais après le décès de mon grand-père, il y a eu des accords de fiducie complexes concernant la propriété future. C'est là que l'accusation a commencé. Selon l'accusation, j'avais modifié les documents de fiducie pour m'octroyer le contrôle de près de 5 milliards de dollars en actions de l'entreprise. 5 milliards. Le chiffre semblait irréel chaque fois que quelqu'un le prononçait à voix haute. Je n'avais pas besoin de 5 milliards de dollars. J'avais une pension militaire, une modeste maison près d'Annapolis et une vie dont j'étais fière. Mais le jury ne me connaissait pas. Pour eux, je n'étais qu'une autre cadre d'entreprise accusée de fraude. Le procureur a appelé le premier témoin, mon père. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine alors qu'il s'avançait vers la barre. Il a levé la main droite et a juré de dire la vérité. J'avais regardé ce même homme m'apprendre à faire du vélo, m'aider avec mes devoirs d'algèbre, se tenir dans l'allée quand je suis partie pour le camp d'entraînement de la marine. Et maintenant, il était assis à 3 mètres de moi, témoignant que je l'avais trahi. Elle a manipulé les documents,
a-t-il dit, la voix rude mais assurée. Je lui faisais confiance parce que c'est ma fille. Mais ce qu'elle a fait, ce n'était pas bien. Chaque mot s'abattait comme un poids sur ma poitrine. Mon avocat s'est penché vers moi. Émilie, nous pourrons contester cela lors du contre-interrogatoire, a-t-il murmuré. J'ai secoué légèrement la tête. Pas encore, car la colère ne ferait qu'empirer les choses. Et la vérité n'avait pas besoin de colère. Le procureur a ensuite appelé ma mère. Sa voix tremblait quand elle a parlé. Je n'ai jamais cru qu'Émilie ferait une chose pareille, a-t-elle dit doucement. Mais les dossiers, ils montrent sa signature. J'ai fermé les yeux un instant. Ils y croyaient vraiment. Cette réalisation faisait bien plus mal que les accusations elles-mêmes. Quelque part en cours de route, quelqu'un les avait convaincus que j'étais capable de détruire notre famille. Quand leur témoignage s'est terminé, le procureur a présenté les documents. Email imprimé, journaux d'autorisation numérique, formulaire de modification de fiducie avec mon nom dessus. Pour quiconque les regardait pour la première fois, les preuves semblaient convaincantes. Le jury a étudié les papiers attentivement. Plusieurs d'entre eux ont jeté un coup d'œil dans ma direction, curieux, méfiants, essayant de décider qui j'étais. Mon avocat s'est levé. Votre honneur, la défense demande une courte suspension de séance. Le juge a hoché la tête. 15 minutes. Les gens ont commencé à quitter la pièce. Les conversations ont rempli le couloir à l'extérieur. Mon avocat s'est tourné vers moi. Émilie, vous devez expliquer quelque chose, a-t-il dit doucement. Si vous n'avez pas modifié ces documents, nous devons le prouver. Je sais, ai-je dit calmement. Il a froncé les sourcils. Vous n'avez pas l'air inquiète. Je ne le suis pas. Il m'a dévisagé un instant. Pourquoi? J'ai croisé les mains, tout comme je l'avais fait lors d'innombrables débriefings militaires. Parce que la vérité est sur le point de franchir cette porte. De retour dans la salle d'audience, le jury a regagné ses places. Mes parents étaient assis tranquillement de l'autre côté de la pièce. Ma mère a finalement jeté un coup d'œil vers moi. Nos regards se sont croisés l'espace d'une seconde. Il y avait de la confusion dans le sien. De la douleur aussi. J'aurais aimé pouvoir tout lui dire à ce moment-là, mais le timing est important, surtout au tribunal. Le juge a ajusté ses lunettes et a parcouru le dossier. Puis, il a parlé. Maître, le tribunal a été informé de l'arrivée d'un nouveau témoin. Le procureur a semblé surpris. Mon avocat s'est contenté de hocher la tête. Je suis restée silencieuse parce que j'attendais ce moment depuis des mois. Le juge a tapoté légèrement son stylo contre le banc. Faites entrer le témoin. Quand le juge a dit « Faites entrer le témoin », les portes de la salle d'audience ne s'étaient pas encore ouvertes. L'huissier est sorti dans le couloir pour escorter quiconque se trouvait à l'intérieur, et pendant un bref instant, tout s'est mis en pause. Le jury s'est agité sur ses sièges. Des papiers ont bruissé. Mon père s'est éclairci la gorge. Je suis restée assise là, silencieuse, les mains croisées sur la table, à attendre. Mais l'histoire de comment je suis arrivée sur cette chaise, accusée par mes propres parents d'avoir falsifié des documents valant des milliards, n'a pas commencé dans cette salle d'audience. Elle a commencé plus de 40 ans plus tôt, en 1981, dans une modeste maison en briques à l'extérieur de Norfolk, en Virginie. Mon père était alors ingénieur dans la marine, faisant de longues heures au chantier naval. Ma mère enseignait en CM1 dans une école publique à quelques kilomètres de là. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais nous avions quelque chose qui comptait plus à cette époque, la stabilité. Mon père croyait en la discipline. Ma mère croyait en la patience. Entre eux deux, j'ai grandi en apprenant que la responsabilité n'était pas optionnelle. Elle était attendue. L'entreprise Carter Defense Systems existait déjà à l'époque, mais ce n'était rien comparé à ce qu'elle allait devenir. Mon grand-père la dirigeait depuis un entrepôt converti près des docks. Il fabriquait des équipements de communication pour les navires de la marine, des radios, des émetteurs cryptés, du matériel simple dont les marins dépendaient quand les tempêtes coupaient les signaux standards. J'y ai passé beaucoup d'après-midi quand j'étais adolescente. L'entrepôt sentait toujours légèrement la soudure et l'huile de machine.
Grand-père m'asseyait sur un tabouret à côté de son établi et m'expliquait les choses de la voix prudente et posée d'un homme qui croyait que le savoir devait se transmettre lentement. Un bon équipement sauve des vies, disait-il souvent. Ne l'oublie jamais. Je ne l'ai pas oublié. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires en 1982, la marine m'a semblé être la voie naturelle pour moi. Mes parents n'ont pas été surpris quand je me suis engagée. Ma mère a pleuré, bien sûr, mais mon père a simplement hoché la tête. Sers avec honneur, m'a-t-il dit, et c'est ce que j'ai fait. Le camp d'entraînement à Great Lakes a été le premier vrai test. Matin froid, longs exercices, pression constante, mais l'armée m'allait bien. J'ai découvert quelque chose sur moi-même au cours de ces premières années. J'avais un esprit calme sous le stress. Alors que d'autres paniquaient, je me concentrais. Cette qualité m'a finalement poussé vers le travail de renseignement. Au début des années 1990, j'étais en poste à l'étranger, soutenant des opérations liées aux unités de guerre spéciales, y compris des équipes SEAL opérant dans des régions instables. Mon travail n'était pas glamour, pas d'héroïsme à la manière des films, surtout des analyses, des rapports satellites, des transmissions cryptées, des évaluations de menaces, mais les informations que nous traitions comptaient. Parfois, des vies en dépendaient. J'ai servi lors de multiples déploiements à travers des guerres que les Américains restés au pays ne voyaient que dans les gros titres, à travers de longs mois loin de ma famille. Pendant tout ce temps, l'entreprise familiale Carter a continué de croître. Mon grand-père est décédé en 1998, laissant l'entreprise principalement sous la direction de mon père. Les contrats gouvernementaux ont fait croître l'entreprise rapidement au début des années 2000. Satellites de communication, réseaux sécurisés pour les champs de bataille. Au moment où j'ai atteint ma 20e année dans la marine, Carter Defense Systems était devenu un entrepreneur majeur. Je suivais cette croissance de loin. Mes parents en parlaient pendant nos appels téléphoniques. Ton père a signé un autre contrat avec le Pentagone, disait ma mère fièrement, mais je n'ai jamais été profondément impliquée. Ma concentration restait sur mon service. Quand j'ai finalement pris ma retraite de la marine à 59 ans, la transition vers la vie civile m'a semblé étrange au début. Pendant 2 décennies, mes journées avaient été structurées par les briefings de mission et les plannings opérationnels. Soudain, j'avais des matins calmes, pas de rapport, pas de briefing classifié, juste une vie normale. C'est à ce moment-là que ma mère m'a appelée. Sa voix semblait fatiguée. « Émilie, a-t-elle dit, ton père aurait bien besoin d'un peu d'aide à l'entreprise. » J'ai conduit jusqu'en Virginie la semaine suivante. Le bâtiment du siège social ne ressemblait en rien à l'entrepôt de mon grand-père. Murs de verre, points de contrôle de sécurité. Des bureaux de direction, mais à l'intérieur, la culture portait encore des traces de l'ancien temps. Des gens qui travaillaient là depuis des décennies m'ont accueilli chaleureusement. « Votre grand-père serait fier », m'a dit un technicien lors d'une visite. J'y ai cru, moi aussi. Du moins au début, car une fois que j'ai commencé à examiner les rapports internes de l'entreprise, quelque chose ne tournait pas rond. Certains transferts financiers semblaient être compliqués. Pas exactement illégaux, mais inutilement complexes. Des fonds se déplaçant entre les comptes de filiales, des contrats acheminés par des canaux financiers peu familiers. Je l'ai évoqué gentiment lors d'une réunion avec le directeur financier de l'entreprise, mon cousin Daniel. Daniel Carter avait 8 ans de moins que moi. Il avait rejoint l'entreprise au milieu des années 2000 après avoir obtenu un MBA. Élégant, confiant, le genre d'homme qui portait toujours des montres hors de prix. Quand je l'ai interrogé sur les irrégularités, il a souri calmement. « Juste une restructuration normale », a-t-il dit. Mais son explication semblait trop répétée. Au cours des semaines suivantes, j'ai tranquillement examiné d'autres documents. Des schémas ont commencé à émerger. De petites incohérences, des signatures apparaissant sur des formulaires numériques à des moments où les cadres étaient en voyage. Des journaux d'approbation qui ne correspondaient pas aux communications internes. Rien qui prouvait immédiatement une fraude, mais assez pour soulever des inquiétudes. J'ai commencé à rédiger un rapport. Rien de formel pour l'instant, juste des notes. C'est là que tout a dérapé. 3 mois plus tard,
Mes parents ont convoqué une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de l'entreprise. En entrant dans cette salle de conférence, je m'attendais à discuter de préoccupations financières. Au lieu de cela, mon père a fait glisser un épais dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des documents montrant des accords de fiducie modifiés, des transferts de propriété, des approbations électroniques portant mon nom. Et selon ces documents, j'avais tenté de prendre le contrôle de près de 5 milliards de dollars en actions de l'entreprise. Je me souviens avoir fixé les pages pendant un long moment. Puis j'ai dit doucement, « Ces signatures ne sont pas les miennes. » Mon père n'a pas répondu. Ma mère a simplement baissé les yeux. Daniel était assis de l'autre côté de la table, parfaitement immobile. 2 semaines plus tard, l'enquête fédérale a commencé. Et 6 mois après cela, j'étais assise dans une salle d'audience en Virginie, pendant que mes parents témoignaient que je les avais trahis. De retour dans le présent, l'huissier est revenu par les portes de la salle d'audience. « Votre honneur, » a-t-il dit, « le témoin est arrivé. » Le juge a hoché la tête. J'ai pris une lente inspiration. De l'autre côté de la pièce, Daniel a légèrement bougé sur sa chaise, et pour la première fois depuis le début du procès, j'ai remarqué une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Les portes de la salle d'audience s'étaient refermées après l'annonce de l'huissier, et le juge a décidé de régler une question de procédure avant que le témoin n'entre. Les avocats ont commencé à discuter discrètement de la paperasse à leur table. Mais mon esprit était déjà parti ailleurs. De retour au jour où tout s'était vraiment effondré, car les accusations contre moi n'étaient pas sorties de nulle part. Quelqu'un les avait plantées, et l'homme assis à quelques mètres derrière mes parents était celui qui avait écrit le mensonge. Daniel Carter, mon cousin. Quand nous étions enfants, Daniel passait ses étés dans la maison de mes grands-parents à Norfolk. Il était calme à l'époque, observateur, regardant toujours comment les choses fonctionnaient. Tandis que j'ai des grands-pères dans l'entrepôt, Daniel préférait s'asseoir dans le bureau où les livres de comptabilité étaient tenus. Les chiffres le fascinaient. Les bilans, les marges bénéficiaires, les rapports d'inventaire. Même à 16 ans, il pouvait expliquer des choses sur les affaires que la plupart des adultes ne comprenaient pas. Mon grand-père en riait souvent. « Émilie construit l'équipement », disait-il. « Daniel compte l'argent. » À l'époque, cela semblait inoffensif, peut-être même flatteur. Mais les gens changent avec le temps, surtout quand l'argent s'en mêle. Au moment où Daniel a rejoint Carter Defense Systems à temps plein, l'entreprise était déjà devenue un entrepreneur gouvernemental majeur. Son MBA de Georgetown faisait de lui un candidat attrayant pour la direction. En quelques années, il est devenu directeur financier. Le conseil d'administration l'aimait bien, les investisseurs lui faisaient confiance et mes parents croyaient chaque mot qu'il disait. Je n'y pensais pas beaucoup pendant que je servais encore à l'étranger. L'armée vous apprend à faire confiance à votre famille, à croire que les personnes restées au pays s'occupent des choses pendant votre absence. Mais quand je suis rentrée et que j'ai commencé à examiner les registres de l'entreprise, le tableau ne collait pas. Le premier signe d'avertissement est venu de quelque chose de simple, un contrat d'approvisionnement. L'une de nos filiales avait approuvé un important achat d'équipements de communication par l'intermédiaire d'une société de logistique tierce. Ce n'était pas inhabituel, mais la structure de prix n'avait aucun sens. Le coût de l'équipement était gonflé de près de 12%. 12%, cela ne semble peut-être pas spectaculaire, mais sur un contrat de 50 millions de dollars, cette différence comptait énormément. Quand j'ai retracé le flux financier, l'argent passait par 2 sociétés écrans avant de revenir vers des comptes liés à une société d'investissement privé. L'associé gérant de cette société, Daniel Carter. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. 20 ans dans le renseignement m'avaient appris la valeur de la patience. Au lieu de cela, j'ai commencé à tout documenter discrètement. Journaux de serveurs, historique de transactions, chaînes d'emails, schémas, et plus je cherchais en profondeur, plus cela devenait clair. Daniel siphonnait de l'argent de l'entreprise depuis des années. Pas de manière évidente, jamais dans des montants assez importants pour déclencher des audits automatiques, mais régulièrement. Des millions par-ci, des millions par-là. Assez pour se bâtir une fortune sans éveiller les soupçons.
Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le vrai problème pour lui a commencé quand j'ai commencé à poser des questions. 3 jours après ma première conversation avec lui au sujet des irrégularités comptables, une chose étrange s'est produite. Mes identifiants d'accès professionnel ont soudainement été restreints. Je ne pouvais plus entrer dans certaines archives financières. Quand j'ai demandé au service informatique, ils m'ont dit que le changement venait directement du bureau du directeur financier. Daniel. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Il savait que je me rapprochais. 2 semaines plus tard, l'accusation a fait surface. Daniel a présenté à mes parents un ensemble de documents. Modification de fiducie, autorisation de transfert d'actions, formulaire d'approbation numérique, tous portant ma signature électronique. Selon ces fichiers, j'avais tenté de transférer légalement la propriété de contrôle de Carter Defense Systems vers un compte de fiducie sous mon autorité. C'était une affirmation audacieuse et dévastatrice. Mes parents ne comprenaient pas les détails techniques des signatures numériques ou des systèmes de documentation d'entreprise. Ils ne voyaient que de la paperasse qui semblait officielle. Daniel le leur a expliqué calmement. Elle a dû faire ça après être rentrée de la marine, leur a-t-il dit. Elle pensait probablement que personne ne s'en rendrait compte. Au moment où je suis entrée dans cette réunion d'urgence du conseil d'administration, le mal était déjà fait. Les enquêteurs fédéraux ont été contactés le lendemain. 6 mois plus tard, l'affaire arrivait au tribunal. Mais Daniel avait commis une erreur. Une erreur qui a fini par me sauver. Il a supposé que l'auditeur externe de l'entreprise avait quitté le pays de façon permanente. Monsieur Harold Reynolds avait servi en tant qu'auditeur principal de conformité de Carter Defense Systems pendant près de 15 ans. Un homme prudent, calme, méthodique. Il prenait rarement la parole lors des réunions, à moins que quelque chose ne compte vraiment. 3 mois avant que les accusations contre moi ne fassent en surface, Reynolds avait demandé un congé prolongé. Daniel a dit à tout le monde qu'il avait accepté un emploi de consultant à l'étranger. La plupart des gens y ont cru, mais pas moi, car 2 semaines après le dépôt des accusations contre moi, j'ai reçu un appel téléphonique. Le numéro m'était inconnu. La voix, à l'autre bout du fil, semblait prudente. « Madame Carter ? » ?»« Oui. Ici, Harold Reynolds. » J'ai failli faire tomber le téléphone. « Où êtes-vous » ai-je demandé. Il a répondu doucement. Puis, il a tout expliqué. Avant de quitter l'entreprise, il avait mené un examen de conformité de routine des transferts financiers. Au cours de cet audit, il a découvert des irrégularités liées à des sociétés écrans liées à Daniel. Il avait commencé à rassembler des preuves, des journaux d'accès au serveur, des registres d'e-mail, des traces d'autorisations internes. Mais avant de pouvoir finaliser le rapport, quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise a tenté d'effacer des parties de l'archive financière. Daniel. Reynolds a réalisé qu'il était en danger, alors il est parti discrètement, emportant des copies des preuves avec lui. Quand les accusations contre moi sont devenues publiques, Reynolds a compris exactement ce qui s'était passé. Daniel avait détourné le blâme, et maintenant la vérité devait éclater. De retour dans la salle d'audience, le juge a de nouveau regardé l'huissier. « Le témoin est-il prêt à entrer ?»« Oui, votre honneur. » Les lourdes portes en bois ont grincé en s'ouvrant. Des pas ont résonné sur le sol. Je me suis légèrement tournée sur ma chaise et j'ai vu Harold Reynolds s'avancer vers la barre des témoins. De l'autre côté de la pièce, le visage de Daniel Carter a perdu de ses couleurs. Harold Reynolds a marché lentement vers la barre des témoins. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient devenus presque complètement blancs et il s'appuyait légèrement sur une canne en passant devant le box des jurés, mais ses yeux étaient assurés, calmes, concentrés, le genre d'yeux auquel on fait confiance quand quelqu'un est sur le point de dire la vérité. De l'autre côté de la salle d'audience, Daniel a de nouveau bougé sur sa chaise. Juste un petit mouvement. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué, mais après 21 ans à travailler dans le renseignement, on apprend à lire les gens attentivement. Daniel était nerveux, et cela signifiait quelque chose d'important. L'huissier a aidé M. Reynolds à s'installer sur la chaise des témoins. Il a levé la main droite et a prêté serment. « Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité ?»« Je le jure. » Sa voix était faible, mais claire.
Le juge a fait un signe de tête vers le procureur. Vous pouvez procéder. Le procureur s'est levé lentement en ajustant ses lunettes. Monsieur Reynolds, a-t-il commencé, vous avez précédemment servi en tant qu'auditeur de conformité externe pour Carter Defense Systems. Correct? C'est exact. Combien de temps avez-vous occupé ce poste? 15 ans. Le procureur s'est avancé de quelques pas vers le jury. Et pendant ce temps, étiez-vous chargé d'examiner les transactions financières de l'entreprise et les systèmes d'autorisation interne? Oui. Donc, vous seriez familier avec le processus d'approbation numérique de l'entreprise pour les documents de propriété. Très familier. Le procureur s'est légèrement tourné et a fait un geste vers la pile de preuves déjà présentée pendant le procès. Monsieur Reynolds, vous avez examiné les documents soumis par l'accusation. C'est fait. Et à votre avis de professionnel, ces documents montrent-ils qu'Emily Carter a autorisé le transfert d'actions de l'entreprise vers une fiducie sous son contrôle? Reynolds a fait une pause. La salle d'audience entière a semblé se pencher en avant. Oui, a-t-il dit lentement. Ils en avaient peu l'air. Un faible murmure a traversé le box des jurés. Le procureur a hoché la tête avec une satisfaction discrète. Je n'ai pas d'autres questions. Mon avocat s'est levé immédiatement. Votre honneur, je demande la permission de procéder au contre-interrogatoire. Allez-y. Il s'est approché calmement de la barre des témoins. Monsieur Reynolds, pendant vos 15 années en tant qu'auditeur, avez-vous déjà personnellement observé Madame Carter manipuler des dossiers d'entreprise? Non? Avez-vous déjà reçu des plaintes concernant sa conduite avant ces allégations? Non. Mon avocat a hoché la tête. Maintenant, Monsieur Reynolds, vous avez pris un congé inattendu de l'entreprise peu avant que ces accusations ne fassent peau surface. Correct? Oui. Pourquoi? Reynolds a croisé les mains. Parce que j'ai découvert quelque chose d'inquiétant lors d'un audit. Qu'avez-vous découvert? La salle d'audience est redevenue silencieuse. Reynolds a tourné légèrement la tête, regardant directement vers le jury. J'ai découvert un schéma de transfert financier non autorisé impliquant des sociétés écrans. Mon avocat a attendu. Qui contrôlait ces sociétés? Reynolds a inspiré lentement. Daniel Carter. De l'autre côté de la salle d'audience, la chaise de Daniel a légèrement raclé le sol. Le procureur s'est levé rapidement. Objection, votre honneur. Sur quel motif? Spéculation. Mon avocat a répondu immédiatement. Le témoin présente les conclusions d'un audit officiel. Le juge a examiné l'objection pendant un instant. Rejeté. Le témoin peut continuer. Reynolds a hoché la tête. Au cours de 2 ans, j'ai retracé plusieurs transferts financiers par le biais de sociétés intermédiaires liées à M. Carter. Ces transferts ont détourné des fonds de l'entreprise vers des comptes sous son contrôle. Les membres du jury ont échangé des regards. Certains ont commencé à prendre des notes. Mon avocat a repris la parole. Monsieur Reynolds, votre enquête a-t-elle révélé quoi que ce soit concernant les documents de transfert de propriété présentés dans ce procès? Oui. Qu'avez-vous trouvé? Reynolds a regardé directement le juge. J'ai trouvé des preuves que la trace d'autorisation numérique jointe à ces documents avait été manipulée. L'expression du procureur s'est tendue. Comment cela? A demandé mon avocat. Le journal du système a montré que les identifiants d'autorisation utilisés pour approuver ces documents ont été accédés à distance depuis... Reynolds a fouillé dans un dossier à côté de la barre des témoins et en a sorti un rapport imprimé. L'adresse IP remonte à un serveur privé enregistré au nom de la société de conseil financier de Daniel Carter. La salle d'audience a éclaté en chuchotements étouffés. Le juge a frappé une fois avec son marteau. Silence. Mon avocat a continué. Monsieur Reynolds, sur la base de vos conclusions d'audit, est-il possible que quelqu'un d'autre qu'Emily Carter ait créé ces registres d'autorisation? Oui, a dit calmement Reynolds. En fait, les preuves suggèrent fortement que les identifiants de Madame Carter ont été copiés et utilisés à son insu. Le procureur s'est levé à nouveau. Votre honneur, nous demandons une courte suspension de séance. Le juge a baissé les yeux sur les documents qui étaient alors remis au greffier. Puis il a secoué légèrement la tête. Non, je pense qu'il serait bénéfique pour la Cour d'entendre le reste du témoignage. Mon avocat a hoché la tête.
Une dernière question, monsieur Reynolds. Il a fait un geste vers la table de la défense où j'étais assise silencieusement. D'après les dossiers financiers que vous avez examinés, Emily Carter a-t-elle personnellement reçu de l'argent du transfert de propriété présumé? Non. A-t-elle tenté de vendre des actions de l'entreprise? Non. A-t-elle bénéficié financièrement de quelque manière que ce soit des documents présentés par l'accusation? Non. Mon avocat s'est tourné vers le jury. Je n'ai pas d'autres questions. Le juge s'est adossé légèrement sur sa chaise. De l'autre côté de la salle, l'avocat de Daniel lui a chuchoté quelque chose avec insistance, mais cela n'avait plus d'importance, car la vérité commençait à faire surface, lentement, prudemment, exactement comme elle le devait. Pour la première fois depuis le début du procès, plusieurs membres du jury m'ont regardé différemment. Plus avec suspicion, mais avec curiosité et peut-être même du doute. Mes parents restaient figés sur leur siège. Les yeux de ma mère allaient de Reynolds à Daniel, essayant de comprendre, essayant de concilier ce qu'elle avait cru avec ce qu'elle entendait maintenant. Le juge a tapoté légèrement son stylo sur le banc. Monsieur Reynolds, a-t-il dit, veuillez soumettre votre rapport d'audit au tribunal. Les documents ont été remis au greffier. Le juge a examiné attentivement les premières pages. Puis, il a regardé vers la table de l'accusation. Maître, a-t-il dit d'un ton neutre, il semble que l'orientation de cette affaire puisse nécessiter un examen plus approfondi. De l'autre côté de la pièce, Daniel Carter m'a enfin regardé. Pendant des mois, il avait évité mon regard. Mais maintenant, ses yeux ont croisé les miens. Et à ce moment-là, l'assurance qu'il affichait autrefois avait disparu, remplacée par autre chose. La peur. Quand la peur est enfin apparue sur le visage de Daniel, c'était subtil. La plupart des gens dans la salle d'audience ne l'ont probablement pas remarqué. Sa posture était toujours droite, son costume toujours parfaitement repassé. Mais l'assurance qu'il avait portée pendant des mois, la certitude tranquille que son histoire tiendrait, s'était fissurée. Et une fois que des fissures apparaissent, la vérité trouve toujours un moyen de s'infiltrer. Le juge a étudié le rapport d'audit encore quelques instants. La pièce est restée complètement silencieuse. Puis, il a levé les yeux. Monsieur Reynolds, a-t-il dit, le tribunal souhaite des éclaircissements concernant les registres d'autorisation numérique mentionnés dans votre rapport. Reynolds a ajusté ses lunettes. Oui, votre honneur. Veuillez expliquer comment ces registres auraient-ils pu être manipulés. Reynolds a hoché la tête. L'entreprise utilise un système d'autorisation numérique sécurisé pour les transactions de haut niveau, a-t-il commencé. Les cadres disposent d'identifiants cryptés qui leur permettent d'approuver des documents financiers et juridiques à distance. Le juge s'est légèrement penché en avant. Et ces identifiants ont été utilisés dans cette affaire. Oui, mais vous pensez qu'ils ont été utilisés de manière inappropriée? Reynolds a croisé les mains calmement. Oui, votre honneur. Les registres montrent que les identifiants de Madame Carter ont été accédés depuis un serveur distant qui ne faisait pas partie du réseau interne de l'entreprise. Le juge a de nouveau tapoté son stylo. Et à qui appartenait ce serveur? Reynolds n'a pas hésité. À la société de conseil de Daniel Carter. Une autre vague discrète de murmures a traversé la salle d'audience. Le juge a frappé légèrement avec son marteau. Silence. Le procureur s'est levé lentement. Votre honneur, le gouvernement demande l'autorisation d'examiner ces nouvelles preuves avant d'aller plus loin. Le juge a hoché la tête. Accordé. Il y a eu une courte pause pendant que les avocats s'approchèrent du banc. Je suis restée assise silencieusement à la table de la défense, observant mes parents. Les épaules de mon père s'étaient raidies. Ma mère semblait pâle. Pendant des mois, ils avaient cru à l'explication de Daniel, que j'avais essayé de manipuler l'entreprise, que j'avais falsifié des documents, que j'avais trahi notre famille, et maintenant que cette certitude commençait à s'effondrer, je ne ressentais pas de satisfaction. Pas de la façon dont on pourrait s'y attendre dans une histoire de vengeance. Ce que je ressentais à la place était quelque chose de plus lourd, de la tristesse. Parce que le vrai dommage n'était pas l'accusation. C'était la distance qui s'était creusée entre nous. Après plusieurs minutes, les avocats sont retournés à leur table. Le juge a de nouveau regardé vers Reynolds. Monsieur Reynolds,
Votre rapport indique que vous avez recueilli des preuves supplémentaires avant de quitter l'entreprise. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Quel genre de preuves? Des journaux d'accès au serveur, des communications internes, des registres de sécurité. Le juge a fait un signe de tête vers l'huissier. Veuillez présenter les documents. Reynolds a ouvert une petite mallette à côté de la barre des témoins. À l'intérieur se trouvaient plusieurs dossiers et un disque dur externe. L'huissier les a portés au bureau du greffier. Reynolds a repris la parole. 2 mois avant que les accusations contre Madame Carter n'apparaissent, j'ai découvert des transferts financiers irréguliers liés à des entreprises contrôlées par Monsieur Daniel Carter. L'avocat de Daniel s'est levé immédiatement. Objection. Précisez vos motifs, a répondu le juge. Pertinence. Mon avocat a répondu calmement. Ce témoignage est directement lié à l'origine des documents falsifiés. Le juge a hoché la tête. Rejeté. Reynolds a continué. Les transferts ont été structurés de manière à éviter les seuils d'audit interne. Il a ouvert un des dossiers. Cependant, quand j'ai examiné les journaux d'autorisation, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Qu'est-ce que c'était? A demandé mon avocat. De multiples approbations financières avaient été exécutées en utilisant les identifiants de Madame Carter, alors qu'elle se trouvait physiquement dans un autre État. Les jurés ont commencé à reprendre des notes. Un homme plus âgé au premier rang a ajusté ses lunettes et a étudié Reynolds attentivement. Mon avocat s'est rapproché de la barre des témoins. Monsieur Reynolds, avez-vous pu déterminer comment ces identifiants ont été accédés? Oui. Comment? Par l'intermédiaire d'un serveur de connexion miroir. Le juge a froncé légèrement les sourcils. Expliquez cela en des termes plus simples. Reynolds a hoché la tête respectueusement. Un serveur miroir permet à quelqu'un d'imiter l'identité numérique d'un autre utilisateur. Dans ce cas, les identifiants de Madame Carter ont été copiés. Et qui avait l'accès pour créer un tel système? A demandé le juge. Reynolds s'est tourné lentement, regardant directement Daniel. Monsieur Carter. Le silence dans la salle d'audience a semblé plus lourd cette fois. Daniel a de nouveau bougé sur sa chaise. Son avocat s'est penché vers lui, lui chuchotant de façon urgente. Mais le mal était déjà fait. Mon avocat a posé une dernière question. Monsieur Reynolds, Madame Carter a-t-elle tiré un quelconque bénéfice personnel des documents présentés dans ce procès? Non. A-t-elle autorisé le transfert des parts de l'entreprise? Non. D'après vos conclusions, qui a créé la piste d'autorisation frauduleuse? Reynolds a répondu sans hésiter. Daniel Carter. Les portes de la salle d'audience se sont soudainement ouvertes à nouveau. 2 enquêteurs fédéraux sont entrés silencieusement. Ils se sont approchés de la table de l'accusation et ont brièvement parlé au procureur principal. L'expression du procureur a changé presque immédiatement. Il s'est levé. Votre honneur. Le juge a levé les yeux. Oui. Sur la base des nouvelles preuves présentées par le témoin et des informations fournies par les enquêteurs fédéraux, le gouvernement demande l'autorisation de modifier l'orientation de cette affaire. Le juge s'est légèrement reculé. De quelle manière? Le procureur a jeté un coup d'œil vers Daniel. Nous pensons que le tribunal devrait considérer la possibilité que M. Daniel Carter puisse être responsable de l'activité frauduleuse initialement attribuée à Mme Carter. Daniel s'est levé brusquement. C'est ridicule, a-t-il dit. Sa voix était plus perçante maintenant, moins contrôlée. Ma cousine manipule cette entreprise depuis des mois. Asseyez-vous, Monsieur Carter, a interrompu fermement le juge. Daniel a hésité, mais il s'est assis. Le juge a regardé les enquêteurs fédéraux qui se tenaient maintenant près de la porte. Messieurs, a-t-il dit calmement, avez-vous quelque chose à ajouter? L'un d'eux s'est avancé. Oui, votre honneur. Il a brandi un mince dossier. Ce matin, nous avons obtenu des dossiers financiers supplémentaires liés à la société d'investissement privé de M. Carter. Le juge a hoché la tête. Veuillez les présenter. Alors que les documents étaient remis au greffier, le juge s'est tourné vers le jury. Membre du jury, a-t-il dit d'un ton neutre, ce tribunal va observer une courte suspension de séance pendant que les nouvelles preuves sont examinées. Le marteau a frappé une fois. Les gens ont commencé à se lever. Des chuchotements ont rempli la pièce.
De l'autre côté de la salle d'audience, ma mère m'a enfin regardé directement. Ses yeux étaient humides, confus, et remplis d'autre chose aussi. Du regret. La salle d'audience s'est vidée lentement pendant la suspension. Les jurés ont été escortés en premier, guidés silencieusement par l'huissier. Les avocats ont rassemblé leurs papiers. Les journalistes chuchotaient entre eux près des portes du couloir. Je suis restée assise. 21 ans dans la marine m'avaient appris quelque chose d'important sur des moments comme celui-ci. Quand tout commence à bouger rapidement autour de vous, la meilleure chose à faire est de rester immobile. De l'autre côté de la pièce, Daniel se tenait à côté de son avocat, parlant en chuchotement intense et précipité. Son sang-froid s'était complètement évanoui maintenant. L'assurance polie de cadre supérieur qu'il portait comme une armure s'était grande ouverte et fissurée. Je l'ai observé un instant, pas avec colère, juste avec une étrange sorte de clarté. Daniel avait toujours été ambitieux. Même enfant, on pouvait le voir à sa façon de regarder les gens, de les étudier, de calculer ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient. Mon grand-père disait souvent que l'ambition était une chose utile tant qu'elle restait honnête. Quelque part en chemin, Daniel avait franchi cette limite. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes à nouveau. L'huissier a rappelé tout le monde à l'intérieur. La séance est reprise, les gens sont retournés à leur place, les jurés sont entrés silencieusement, évitant tout contact visuel avec les avocats. Le juge a pris sa place derrière le banc et a ajusté ses lunettes, tout en examinant les nouvelles preuves qui avaient été placées devant lui. La pièce a plongé dans le silence. Enfin, il a levé les yeux. Après avoir examiné les documents soumis pendant la suspension de séance, a-t-il dit, le tribunal a de sérieuses inquiétudes concernant l'authenticité des dossiers financiers précédemment présentés contre Madame Carter. Une vague silencieuse a parcouru la pièce. Le juge a continué. Les preuves fournies par M. Reynolds et les enquêteurs fédéraux indiquent que les journaux d'autorisation numérique associés au transfert d'actions présumées pourraient avoir été falsifiés. Il a fait une pause. Puis son regard s'est tourné vers Daniel. Plus précisément, les dossiers suggèrent une utilisation non autorisée des identifiants de Madame Carter via un serveur externe miroir. L'avocat de Daniel s'est levé rapidement. Votre honneur? Asseyez-vous, maître. La voix du juge était calme mais ferme. Ce tribunal n'a pas terminé. Daniel s'est lentement rassis sur sa chaise. Le juge s'est tourné vers l'accusation. Compte tenu des nouvelles preuves, le gouvernement a-t-il l'intention de maintenir les charges retenues contre Madame Carter? Le procureur s'est levé. Pour la première fois depuis le début du procès, son ton avait changé. Votre honneur, sur la base des informations maintenant disponibles, le gouvernement estime que les charges contre Madame Carter devraient être abandonnées. Mon avocat a expiré doucement à côté de moi. Le juge a hoché la tête une fois. Il en est ainsi ordonné. Il a levé le marteau. Les charges contre Emily Carter sont par la présente abandonnées. Le bruit du marteau a résonné dans la salle d'audience. Juste comme ça. 6 mois d'accusation disparus en un seul instant. Mais le juge n'avait pas terminé. Il a regardé de nouveau vers les enquêteurs fédéraux. Messieurs, a-t-il dit, si vous souhaitez poursuivre une enquête plus approfondie concernant M. Daniel Carter, ce tribunal coopérera pleinement. L'un des enquêteurs a hoché la tête. Daniel s'est levé brusquement. C'est de la folie, a-t-il dit, la voix se brisant légèrement. Vous ne pouvez pas simplement retourner ça contre moi? Mais personne n'a répondu, parce que la vérité se tenait déjà là, au grand jour. Les enquêteurs se sont approchés de lui calmement. Monsieur Carter, a dit doucement l'un d'eux, nous aimerions vous poser quelques questions. Daniel a regardé autour de la salle d'audience. Un instant, ses yeux ont croisé les miens à nouveau, mais il n'y restait plus aucune assurance maintenant, seulement de l'incrédulité et de la peur. Ils l'ont escorté vers la porte latérale. Le silence est retombé sur la pièce. Le juge a rassemblé ses papiers. L'audience est levée. Le marteau a frappé une dernière fois. Les gens ont commencé à partir, mais je suis restée assise, car il y avait encore quelque chose à quoi je devais faire face. Lentement, mes parents se sont levés de leur banc. Ils ont hésité.
Puis, ils se sont avancés vers moi. Mon père paraissait plus vieux que ce matin-là. Ses épaules semblaient plus lourdes d'une certaine manière. Ma mère lui tenait le bras alors qu'il s'approchait de la table de la défense. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Finalement, mon père s'est éclairci la gorge. « Émilie !» Sa voix a vacillé. « Nous ne savions pas. » J'ai étudié son visage attentivement. L'homme qui m'avait appris la discipline. L'homme qui se tenait fièrement lorsque j'avais obtenu mon diplôme de formation d'officier de la marine. Maintenant, il ressemblait à quelqu'un qui portait un fardeau qu'il ne pouvait pas poser. « Nous pensions que tu nous avais trahis », a-t-il dit doucement. Ma mère a essuyé ses yeux. « Daniel nous a montré les documents », a-t-elle dit. « Ils avaient l'air vrais. » J'ai hoché la tête lentement. « Je sais. » Il ne restait plus aucune colère en moi. La colère s'était consumée des mois plus tôt. Tout ce qui restait était quelque chose de plus calme, de la compréhension, car mes parents n'avaient pas essayé de me détruire. Ils avaient eu peur, avaient été confus, manipulés, et le temps avait aggravé les choses. 20 ans de carrière militaire m'avaient tenu éloignée de chez moi plus que je ne l'avais réalisé. La distance a le don de créer du silence, et le silence donne aux mensonges de la place pour grandir. Mon père a baissé les yeux vers le sol. « J'aurais dû t'appeler d'abord, » a-t-il dit, « avant d'aller voir les enquêteurs. »« Peut-être, » ai-je répondu gentiment. Il a relevé la tête. « Tu n'es pas en colère. » J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai secoué la tête. « Non. » Parce que la vérité était simple. Les erreurs familiales blessent, mais elles révèlent aussi quelque chose d'important, si les gens sont prêts à affronter la vérité une fois qu'elle apparaît. Ma mère a tendu la main et a pris la mienne. « Nous sommes tellement désolés, Émilie. » Sa voix tremblait. Pendant un instant, la salle d'audience s'est estompée autour de nous. Les journalistes, les avocats, les jurés rassemblant leurs affaires. Plus rien de tout cela n'avait d'importance. J'ai serré sa main doucement. « C'est fini », ai-je dit. Mais même en prononçant ces mots, je savais qu'il restait autre chose à venir. Car la justice n'avait résolu que le problème légal. Guérir la famille prendrait un peu plus de temps. Le couloir du palais de justice était plus calme que je ne l'avais imaginé. La plupart des journalistes s'étaient déjà précipités à l'extérieur pour poursuivre la plus grosse histoire. Daniel Carter, le scandale financier, l'enquête fédérale qui allait probablement suivre. Mais je ne pensais pas aux gros titres. À 62 ans, on commence à comprendre quelque chose sur la vie. Les moments les plus bruyants ne sont pas toujours ceux qui comptent le plus. Parfois, ce sont les moments silencieux qui restent avec vous. Mes parents et moi avons marché lentement le long du grand couloir ensemble. Les vieux planchers du palais de justice grinçaient sous nos pas, comme le font toujours les vieux bâtiments. Pendant quelques minutes, aucun de nous n'a parlé. Dehors, par les hautes fenêtres, le soleil de l'après-midi avait commencé à décliner dans le ciel. Les arbres de l'autre côté de la rue prenaient cette couleur orange profond qu'on ne voit en Virginie qu'au début de l'automne. Finalement, mon père s'est arrêté de marcher. « Émilie !» a-t-il dit. Sa voix semblait fatiguée. Je me suis tournée pour lui faire face. Pendant un instant, il est resté là à étudier mon visage, comme s'il essayait de comprendre la fille qu'il pensait avoir perdue. « J'aurais dû te faire confiance », a-t-il dit doucement. Ces mots portaient ça plus de poids que tout le procès. Je pouvais voir le regret dans ses yeux. Et autre chose, aussi, de la peur. Pas la peur de la loi ou de l'enquête. La peur que peut-être les dommages entre nous ne pourraient pas être réparés. Ma mère s'est approchée. « Nous avons laissé quelqu'un s'interposer entre nous », a-t-elle dit doucement. « Nous aurions dû être plus prudents. » J'ai pensé à cela, à la facilité avec laquelle les malentendus peuvent grandir quand les gens cessent de se parler. Mes années dans la marine m'avaient appris la discipline et la patience. Mais elles m'avaient aussi emmenée loin de chez moi. Les longs déploiements, les années passées à l'étranger, les fêtes manquées, les appels téléphoniques au lieu des visites. En y repensant, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. La distance crée le silence, et le silence laisse place au doute. Daniel s'était simplement glissé dans ce silence et l'avait rempli de mensonges.
J'aurais dû rentrer à la maison plus souvent, ai-je fini par dire. Mon père a secoué la tête. Non, a-t-il répondu fermement. Tu as servi ton pays. C'est une chose dont nous avons toujours été fiers. Pour la première fois ce jour-là, j'ai vu un regard familier revenir sur son visage. La même fierté qu'il portait quand j'étais partie pour le camp d'entraînement toutes ces années auparavant. La même fierté qu'il avait ressentie quand j'avais accroché mon insigne d'officier. Nous sommes sortis ensemble. L'air frais semblait différent après des heures à l'intérieur de la salle d'audience. Ma mère a regardé vers le parking, puis de nouveau vers moi. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a-t-elle demandé. J'ai souri légèrement. « Eh bien, ai-je dit, d'abord, je rentre chez moi. »« Chez toi où ?» a demandé mon père. « À Annapolis. » Ma petite maison près de l'eau me semblait soudain très attrayante après le chaos des 6 derniers mois. Il a hoché la tête lentement. Puis, il m'a surprise. « Après ça, » a-t-il dit, « peut-être que tu pourrais venir dîner ce week-end. » La façon dont il l'a dit semblait presque timide, comme un homme demandant la permission au lieu de donner un ordre. J'ai compris ce qu'il demandait vraiment. Pas un dîner, mais un nouveau départ. « J'aimerais beaucoup, » ai-je dit. Ma mère m'a serré le bras. « Bien, » a-t-elle murmuré. Nous sommes restés là ensemble encore un moment. 3 personnes qui avaient failli se perdre, non pas à cause de la haine, mais à cause de la peur et des malentendus. L'enquête sur Daniel allait se poursuivre pendant des mois. Les affaires fédérales prennent du temps. Il y aurait des audiences, des audits financiers et de longs processus juridiques. Mais cette partie de l'histoire ne m'appartenait plus. Ce qui comptait maintenant était quelque chose de beaucoup plus simple. La famille. Quelques semaines plus tard, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents pour ce dîner. La même maison où j'avais grandi. Le même Porsche où mon père m'avait autrefois appris à réparer une antenne radio cassée. Nous avons mangé lentement ce soir-là. De la nourriture simple, poulet rôti, haricots verts, purée de pommes de terre, rien d'extraordinaire, mais la conversation semblait honnête. Mon père a avoué quelque chose pendant le dessert. « J'ai laissé les affaires devenir trop compliquées », a-t-il dit. « J'aurais dû poser plus de questions. » J'ai hoché la tête. La plupart des problèmes commencent quand les gens arrêtent de poser des questions. Il a gloussé doucement. On dirait quelque chose que ton grand-père aurait dit. Nous avons aussi parlé de l'entreprise. Le conseil d'administration avait déjà commencé à restructurer la direction après le scandale. Une direction professionnelle prendrait en charge les opérations quotidiennes. Mes parents allaient enfin prendre leur retraite. Et moi, je n'avais aucun intérêt à diriger une entreprise d'1 milliard de dollars. Après 2 décennies dans le renseignement militaire, je savais quel genre de vie je voulais. Quelque chose de plus calme, quelque chose d'honnête. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre local pour anciens combattants à Annapolis, aidant les jeunes militaires à faire la transition vers la vie civile. C'était la bonne chose à faire. Parfois, ils me posèrent des questions sur mon passé, sur la marine, sur le travail de renseignement, sur le procès. Je leur disais généralement la même chose. « La vie mettra votre patience à l'épreuve », leur disais-je, mais la vérité finit toujours par se montrer. Et quand c'est le cas, vous devez décider si vous allez vous accrocher à la colère ou choisir le pardon. Parce que la vengeance peut vous faire gagner un instant. Mais le pardon reconstruit toute une vie. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, prenez un moment aujourd'hui et contactez-le. Parfois, une simple conversation peut éviter des années de malentendus. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires sur la vie, la vérité et les secondes chances, n'hésitez pas à partager cette histoire ou à suivre pour la prochaine. Jusque-là, prenez soin des personnes qui comptent, car à la fin, c'est ce qui perdure. What else? I know that dodging is the right way of doing it. But there is something wrong here. Like, okay, you do the attack. You don't have time to fucking dodge. Like, I swear. There is no time to dodge. Hmm.
Maybe it's the weapon and I get greedy. I don't know. Rage time. I don't like that, Joseph. I'm sorry, guys. I'm sorry. Please start this. Okay, yeah. Why don't you dodge on the side? Like, I wish my brain was connected to this character, man. Oh my lord. Controller is not good enough anymore. He's spinning. What is this? Oh my lord! I hate this camera, bro. I hate it. I just hate it so bad. I knew it's gonna happen. It's like a split second. It wasn't even late on my end. It was just on time. Never gonna be pissed. He can come to me, Patricia, if he wants. I have a few things for him to say as well. Worse than the claws? I don't think it's worse, to be honest. We'll try it, I mean. Diggy, thank you for the sleigh. Diggy, thank you. I already accepted that every time I get hit in that attack, I have no escape. Oh, nice. Why? Just dodge! Like, what's wrong with you? Ah. I can't. Oh my god, dude. I thought it's too early. I hate this spinner, man.
You know what's the funniest thing? I'm still here, but I know I'm gonna die. Hello, Ace, hello. Lock in. Definitely the worst. I think so as well. Toxic social. I think that lightning is the worst. You have much energy, much aura. I don't have any of that. Hello, Ace, hello. Good to real, thank you so much. Wait, who just followed me? Thank you so much for the follow. Welcome in. I cannot see. Was it you? Good to real, thank you so much. Yes, it was you. Thank you. Good to see you. Good to see you on purple VIPs. You don't even see flash? No, chat. Thank you. I really appreciate it. I appreciate the follow. Yeah, I know. It's like coming into somebody's houses, someone else's houses. I mean I understand and I could appreciate the advices, but not like backseat gaming. Thank you so much for the heart me, Gutariel. Thank you. Don't forget to use the stickers that you have there. I just need to count. Another attack and then spinner. Okay. I can't see shit, bro. Like I cannot see. When he stands up like that, I'm like, look at nowhere. Literally nowhere. Oh. Let's go for a coffee, chat. Honestly, I just need coffee. Let's go for coffee. It's been a stressful day already. We're gonna suffer together. Robert is evil. Where is he? Julia, where is he? Thank you so much. Say hi back. Hello, Luigi. How are you doing? Gaming? Oh, so you're both gaming at the same time. Right, chat. We're gonna go on break. No way. Stop it. Oh my god, we already have over 100k likes. I just don't understand how you do this. How you do this, chat? Oh my god, what a beautiful drip. W thumbs, massive time. W thumbs, massive time. This is insane. Nami's leading the likes leaderboard. Second place is Salvador. Then we have Pizza, Julia, Redroom, Psycholath. I'm Sermi, is it? Dr. Jack, Redacted, and Mikola. Thank you so much. And for the rest of you who's not in the top 10 yet. Damn. Thank you so much. You guys are insane.